Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Paris le Club ici au Parc des Princes. Je vous rassure, Malika sera avec moi dans quelques minutes, donc nous serons en studio ensemble. Et aujourd'hui, j'ai un champion du monde, quelle chance. Eh oui, champion du monde 98, bien entendu. Franck Leboeuf. Salut Franck. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous. Ouais, grand plaisir. C'est sympa. Hier, donc, Paris Saint-Germain a gagné sur cette pelouse 2-0 devant Bordeaux. Paris vous a-t-il convaincu ou pas ? Je pense que Paris est en remise en forme après cette pause hivernale. Il y a eu un match très sérieux, je pense, des Parisiens. Une grande possession de balles comme d'habitude. On essaye d'être patient et trouver les espaces. Et à la fin, victoire méritée. Donc je pense que c'est un match sérieux en tout cas. Ça n'a pas été flamboyant comme on a l'habitude de voir Paris cette année, mais match très sérieux. Laurent Blanc disait hier soir en conférence de presse que l'équipe manque un peu de fluidité, de spontanéité. Quelle est la raison ? Bon, je pense que ce que je disais avant, c'est cette pause hivernale qui demande, à un moment donné, on se relâche un peu, puis on reprend les efforts physiques. Il y a une préparation physique qui se refait pour bien finir la saison. Et peut-être que voilà, les corps sont un peu émoussés. Alors, il faut faire attention que ce ne soit pas tous les corps qui soient émoussés parce que après, le rendement, ça s'en ressent. Mais je pense sincèrement que c'est une petite phase et que le PSG se prépare en fait pour être bien prêt pour la Champions League. Donc, ça veut dire que quelque part, les coachs préparateurs physiques ont programmé un peu plus l'équipe pour être en forme. Par exemple, le 18 février, devant le Bayern Leverkusen. J'ose espérer. On va leur donner le bénéfice du doute. On va dire que si Laurent pense qu'ils étaient un petit peu émoussés, c'est parce qu'ils ont préparé ça et pensent que le 18 février, ils seront fin prêts et frais comme des gardons pour amener le Paris Saint-Germain dans une autre phase de poule, de coupe. Alors, il y a eu l'entrée en jeu de Cabaye. C'était attendu, hein, la grande arrivée de Yohan Cabaye. Il a donc joué 25 minutes. Quel est votre sentiment ? Moi, j'ai trouvé ça très bien. En plus, j'ai vu que de suite, Thiago Silva et Thiago Motta lui ont filé les ballons tout de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Cabaye donne le ballon à Thiago Motta à 3 mètres. Thiago Motta lui rend, dire tiens, fais-toi plaisir. Enfin, sans la confiance, on est là avec toi. Et il a été de suite accepté dans le jeu. En tout cas, il n'y a pas eu, on sent qu'il n'y a pas une adaptation à faire. Non, Cabaye est considéré comme un très grand joueur et je pense que c'est un vrai plus pour le Paris Saint-Germain. On l'a vu se placer défensivement, travailler, faire une grande course pour mettre sa tête juste avant le deuxième but parisien. Donc franchement, je me fais pas de soucis. C'est vraiment une très belle recrue pour Paris. D'ailleurs, nous en reparlerons avec Pierre Ducrot qui sera également dans l'émission Paris le Club un peu plus tard. Et on reparlera de Yohan Cabaye. On se projette car dans 8 jours, il y a le gros match devant Monaco. Donc le match se déroulera au stade Louis II. Retour sur ce qui s'est passé il y a plusieurs mois puisqu'il y avait eu un partout sur cette pelouse. Présentation donc de ce match retour. Monaco, Paris Saint-Germain. Et ensuite, on se retrouve ici au Parc des Princes avec Franck. Il y a 5 mois, il n'avait pas su se départager. 6e journée du championnat, Paris reçoit Monaco, son rival déclaré pour le titre. Malgré l'ouverture du score d'Ibrahimovic dès le début de la rencontre, Monaco parvient à égaliser. Un partout, score final. Ce soir-là, les outsiders ont relevé le défi. 5 mois plus tard, Monaco reste dans la roue du Paris Saint-Germain et n'a pas renoncé à le déposséder de son bien. Un combat qu'ils vont mener sans Falcao. La pièce maîtresse de l'attaque monégasque est blessée. Un handicap, même si jusqu'à présent, Monaco sans son joueur colombien, c'est 5 matchs, 5 victoires. Tuer le championnat ou le relancer complètement, c'est l'enjeu de ce choc. Il y a 5 mois, Zlatan et ses coéquipiers avaient été incapables de remporter la rencontre. Dans une semaine, ils n'auront plus le droit à l'erreur. Alors, retour ici au Parc des Princes avec Franck. Monaco peut-il battre Paris Saint-Germain ? Non, je pense pas. Sur un match, peut-être je pense qu'un bon match nul serait un bon résultat pour Paris. Mais sincèrement, Paris est nettement supérieur à toutes les équipes. Je vois pas, il n'y a pas de surprise pour moi dans ce championnat au niveau du champion en titre. Si Paris reste sérieux et ne perd pas ses éléments essentiels à cause de blessures, il n'y aura pas de surprise. Sur un match, il est possible que Monaco gagne, mais ça ne changera pour moi en rien sur les positions à la fin de la saison. Franck, j'aimerais avoir votre point de vue sur Thiago Silva. Vous étiez libéraux, bien entendu, un grand libéraux. Thiago Silva aujourd'hui, vous impressionne-t-il ? Oui, il m'impressionne comme il impressionne tout le monde. C'est-à-dire c'est encore un joueur très très jeune, mais il y a une assurance. C'est déjà un vieux briscard. Je l'ai vu 2-3 fois tomber alors qu'il n'y a pas vraiment faute sur lui. Et puis il a une aisance technique, une réflexion sur le jeu, une anticipation au niveau des balles dans l'espace qui fait qu'il aurait été, si le nom de libéraux avait perduré dans le football, je pense qu'il aurait été un grand libéraux. Mais c'est un
grand défenseur central, il s'entend parfaitement, que ce soit avec Alex ou avec Marquinhos. Il est essentiel au jeu et je pense qu'il est essentiel aussi dans les vestiaires parce qu'on voit que il commande tout le monde, il est très présent. On l'avait vu sur une action, je me rappelle, il y a quelques matchs, appelant Claude Makelele, arguant des choses à Laurent Blanc, et on voit le vrai patron. Et c'est vraiment quelqu'un d'essentiel parce qu'en bas, derrière, on voit tout le jeu et on a besoin de commander tout le monde. Et là, le respect de Thiago Motta, d'Ibrahimovic, de Cavani, de tout le monde. Donc c'est un grand capitaine. Ah oui, et il rassure. Laurent Blanc, vous le connaissez bien. Est-ce qu'il vous surprend en tant que coach ? Non, pas vraiment. Je pense que, comme Didier Deschamps, ces joueurs-là étaient dédiés à devenir des entraîneurs et on est très fiers de les voir à ce niveau-là. Laurent a été un grand entraîneur pour Bordeaux qui a fait gagner le titre. Il a démarré, après c'était un petit peu plus dur. Puis il y a eu l'équipe de France avec ses hauts et ses bas. Et puis là, Paris, je pense que c'est un truc en or pour lui parce qu'il a des grands joueurs qu'il peut mettre en face ce qu'il a comme idée. Et il est... Ce qui est bien, c'est que, bon, voilà, on va pas leur apprendre à jouer au foot, à Ibrahimovic, à Thiago Silva, à Thiago Motta, mais on met un système en jeu, il faut que les joueurs adhèrent, et c'est ce qui a l'air de se passer, donc ça veut dire qu'il a le respect de ses joueurs, et ça, c'est super important pour un entraîneur. Mais bien qu'il n'ait pas entraîné un grand club, les joueurs comme Ibrahimovic n'avaient pas d'a priori par rapport à un Laurent Blanc. Est-ce que le début n'était pas un petit peu dangereux pour Laurent Blanc, justement ? Ça aurait pu l'être, ça aurait été dommage parce que Laurent a une légitimité après avoir joué à Naples, à l'Inter, au Barça et au Auxerre et l'équipe de France, avoir tout gagné. Je pense que Ibrahimovic a du respect, donc on a besoin, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce changement aussi, qu'on a fait confiance alors qu'il y avait Ancelotti, on a fait confiance à Laurent Blanc parce qu'on savait qu'il y avait cette légitimité. Maintenant, il faut la garder, donc il faut être très ambitieux, il faut être très concentré, faut voir. Il va falloir pas faire d'erreur pendant la Champions League. Moi, j'ai eu Viali comme entraîneur qui a fait une grosse erreur en quart de finale quand on était avec Chelsea à Barcelone et on a voulu à jamais parce qu'il a fait un changement au moment où il fallait pas le faire. Donc ça peut, je dirais pas fragile, mais ça peut tenir à peu de choses. C'est un détail. Le football, ce sont des détails et des détails. Viali fait un changement à la dernière minute de temps réglementaire alors qu'on est à 2-1, donc qualifié parce qu'on avait gagné 3-1 au premier match et on se prend un but parce que le gars qui rentre, il sait pas qui doit marquer et il y en a beau crier, il y a 100 000 personnes et on va aux prolongations et on perd après. Et ça, nous, on lui en a voulu tout le temps. Donc ça, ce sont des erreurs de jeunesse. Il ne faudra pas que Laurent les fasse. Je lui fais confiance, c'est quelqu'un de très intelligent. Ce Parc des Princes, vous le connaissez bien, hein, Franck, parce que vous avez joué avec l'équipe de Marseille, bien entendu, oui, avec des matchs houleux face au Paris Saint-Germain des années 90. Ouais. Et puis également, vous avez gagné une Coupe de France avec Strasbourg. Non, j'ai perdu. Non, on l'a perdu avec Strasbourg. Contre le Paris Saint-Germain. Oui, en 95. En 95. Alors, ça reste ma seule défaite en finale de tout ce que j'ai pu jouer. J'ai pas de grands souvenirs, même si ça reste de très bons souvenirs, parce que même perdre ici, avec l'ambiance, avec le jeu, bon, les matchs avec Marseille, c'est pas vraiment des bons souvenirs, parce que ce sont des matchs houleux, ce sont des matchs qui sont pas vraiment intéressants. On les joue pour les supporters, on le joue pas vraiment pour nous. Mais c'est vrai que j'ai joué avec l'équipe de France ici, j'ai joué avec Strasbourg ici contre la grande équipe du PSG. Il y avait Ouéa, il y avait Alain qu'on a reçu dans Paris le club il y a 15 jours. Alain Roche aussi vient. Moi j'ai joué après avec Georges pendant 6 mois à Chelsea. Je portais même ses chaussures, les chaussures de Georges Ouéa. Voilà, bon, David Ginola, Daniel Bravo, Antoine Camboiré. Enfin, c'était énorme cette équipe. Et nous on jouait en finale, petit Strasbourg. On a perdu 1-0. Voilà, moi je suis allé faire la fête après avec les Parisiens. J'ai regardé la coupe, j'avais un peu les boules, mais j'étais jeune, j'étais content d'avoir joué contre le grand PSG, voilà, c'était bien. Et puis 3 ans après, il y avait quand même la plus belle des coupes, la coupe. Oui, on s'est pas mal rattrapé, on n'a pas à se plaindre. Franck, rapidement, l'actu, Mabel et moi, vous jouez au théâtre, parce que vous êtes comédien, on le dit, hein, ça c'est important. Oui, je suis en tournée au théâtre depuis 2 ans avec une pièce qui s'appelle Ma belle-mère et moi, avec Katiachenko, Nicolas Vitiello et Christine Hemler. Et on prie, on espère, on travaille dur pour faire Paris au mois de septembre. On espère que les Parisiens viendront nous voir et puis aussi tous les touristes qui viennent à Paris. Bien sûr, je vous le souhaite. Et puis très belle réussite pour votre nouvelle carrière. Merci beaucoup. Vous lancez à fond et c'est un plaisir de vous recevoir ici. Paoletta, vous vous souvenez de Paoletta, bien sûr. Énorme. On va vous présenter les plus beaux buts de Paoletta car Malika Ménard l'a rencontré pour une interview exclusive. Donc nous verrons dans à peu près 3 à 4 minutes après, parce que la suite de l'émission, comme je vous le disais, c'est une émission un peu particulière, donc, qui est en 2 parties. On se retrouvera donc juste après. Le sujet, c'est donc Miguel Paoletta, ses buts magistraux. Pour vous qui êtes libéraux, ça devait être dur d'ailleurs. J'espère que je ne suis pas dans les images. Non, je pense pas. Non, voilà. Allez, c'est parti. Surnommé l'aigle des Açores pour sa manière de célébrer ses buts, Pedro Miguel Paoletta a survolé le championnat français. Le Parc des Princes le découvre alors qu'il joue à Bordeaux et mystifie Dominique Casagrande d'un lob de 40 mètres. Il signe à Paris pendant l'été 2003 et remplace Ronaldinho dans le cœur des supporters.
Dès sa première saison, il marque les esprits avec 23 réalisations. Paris termine deuxième et le Portugais devient capitaine. Pas très spectaculaire, pas trop dribbleur mais extrêmement précis et parfois chanceux. Paoletta est toujours au bon endroit, au bon moment. 2 fois meilleur buteur du championnat sous le maillot parisien, il est le meilleur réalisateur de l'histoire du club. Lui collectionne les buts, 109 au total, et Paris les dirigeants. En 5 saisons au club, il croise 4 présidents et 4 entraîneurs différents. Une instabilité qui ne l'empêche pas d'être efficace. Il permet au club de reconquérir des trophées, 2 Coupes de France et 1 Coupe de la Ligue. Mais son plus beau titre, il l'obtient en 2010, élu par les supporters joueur préféré de l'histoire d'un club dont il aura contribué à écrire la légende. Ah, ces buts incroyables de Paoletta. Et je retrouve sur ce plateau de Paris le Club, bien entendu, Malika. Salut Malika. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous et surtout bonjour à nos 3 invités. Pierre Ducrot, que l'on retrouve avec grand plaisir, milieu de terrain des années 90 pendant 7 ans. Salut Pierre. Salut. 90-2000 quand même. 94-2001 pour être précis d'ailleurs. Ouais, voilà. Voilà. 90, j'étais jeune. Excusez-moi de vous couper, Non, je suis c'est pas pressée grave. de les présenter parce qu'ils nous suivent aussi beaucoup. Ce sont les fondateurs du site PSG Community, Miloud Kotbi et Gabriel Acero. Bonjour. Bonjour jeune homme. Bonjour. Nous allons découvrir dans quelques minutes une interview exclusive réalisée donc par Malika sur Paoletta. Mais avant, j'aimerais qu'on évoque un petit peu la carrière, Pierre, de Paoletta. Pour quelle raison est-il autant aimé par tous ces supporters du Paris Saint-Germain ? Ah, il avait un rapport effectivement particulier. Bon, déjà son poste et le nombre de buts qu'il a marqué, c'est un poste qui est forcément exposé et important pour les supporters. C'est souvent ces joueurs-là qui brillent et qui sont adorés. Et puis il avait ce petit truc en plus de communicant avec les supporters, disons-le. Il était très intelligent là-dessus. Il aimait ce contact. Voilà, il y a des joueurs qui sont plus introvertis, d'autres qui s'expriment plus après, voilà, pour une célébration de but, etc. Donc voilà, il y avait la qualité du joueur en premier et le fait de savoir l'utiliser au niveau de la communication. Miloud, vous qui n'êtes pas de cette génération, quel regard vous portez sur Paoletta? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ah, c'est la classe. Paoletta tout de suite, c'est la classe. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Parce que c'était vraiment un buteur, mais au-delà de ça, il avait vraiment. Il marquait déjà parce qu'il a le record des buts inscrits au Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas rien. Et puis vraiment, au-delà de ça, c'était vraiment il avait le vrai comportement du buteur, c'est-à-dire qu'il sentait le jeu, il avait vraiment ce flair, il avait la vista, et puis il plantait, quoi. C'est-à-dire que ça allait, il fallait pas qu'il ait 50 occasions pour que ça aille au fond. Donc du coup, voilà. 109 buts marqués avec le Paris Saint-Germain. Je crois en 200 matchs, un peu plus. 200, je crois, pour être précis. Du coup, c'est vraiment un grand joueur, et puis surtout, c'est quelqu'un qui sentait le jeu. Et puis du coup, qui faisait la différence. Donc c'est vraiment ça que je retiens aujourd'hui. Pierre, était-il un leader dans le vestiaire? Sur le terrain, bien entendu, mais... Alors moi, je ne l'ai pas connu au Paris Saint-Germain, je l'ai connu en tant qu'adversaire quand une fois que j'étais parti du PSG. Effectivement, c'est vrai, on l'oubliait souvent pendant un match, mais pour le défenseur, c'était très très dur de le prendre parce qu'il était toujours dans votre dos quelque part. Après, dans le vestiaire, pour avoir côtoyé des joueurs, voilà, des amis qui l'ont côtoyé, c'était un leader plus de terrain que de vestiaire. Voilà, soyons clairs, c'est quelqu'un qui, sur le terrain, faisait ce qu'il fallait, et donc on le suivait. Dans le vestiaire, après, c'était quelqu'un de plutôt discret. Est-ce que vous pensez qu'il aurait sa place dans le PSG d'aujourd'hui? Largement. Comme l'a dit Miloud, à partir du moment où l'attaquant a le sens du but, il peut s'imposer. Et voilà, il était présent sur le terrain. Et c'était vraiment quelqu'un qui était amoureux du club. C'est pour ça aussi, je pense qu'il était tant aimé des supporters. Donc il suffisait de prouver qu'il avait sa place. Et là, il pouvait forcément avoir sa place parmi cette équipe-là. Maintenant, on a Zlatan et Cavani. Donc c'est un gros duo qui est difficile à concourir contre eux, mais je pense que Paoletta pourrait très bien être titulaire dans cette équipe-là. Mais Miloud, on peut justement le comparer à un joueur actuel de l'effectif du Paris Saint-Germain où il avait vraiment un jeu atypique? Je pense qu'on pourrait le comparer à Cavani, dans le sens où, voilà, comme l'a dit Pierre, c'est pas un joueur qui va travailler, c'est pas un joueur qui va, par exemple, comme le fait Zlatan, revenir, décrocher, prendre les ballons et prendre le jeu à son compte, mais c'est plus un buteur, un finisseur, comme peut l'être aujourd'hui Cavani. Donc je pense que voilà, ce serait plutôt... il ressemblerait plutôt à Monsieur Cavani, je dirais. C'est son héritier? Sur le plan offensif, oui. Après, sur le plan défensif, Cavani fait beaucoup plus d'efforts qu'un Paoletta. Voilà, Pedro, on savait qu'il était là à fouiner dans la surface de réparation. L'avantage de Cavani, c'est quand même qu'il, voilà, régulièrement, il fait des courses de 60 mètres pour venir défendre. C'est encore une qualité supplémentaire.
Malika, vous avez rencontré Oui, Paoletta j'ai eu pour cette cette interview exclusive il y a quelques jours. Oui, Alors, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques jours, en effet, parce qu'il était à Paris pour un stage organisé par les enfants, par la PSG, pour les enfants par la PSG Academy, et il a été charmant. Alors, est-ce que vous venez souvent à Paris? De temps en temps. Maintenant, un peu moins, depuis que je travaille avec la fédération, mais de temps en temps, je passe ici, bien sûr. Parce que votre nouveau métier, c'est quoi? Je travaille avec je suis directeur pour la formation de la Fédération portugaise de football. J'accompagne toutes les sélections jeunes. C'est pour ça que maintenant, je viens un peu moins en France. Et vous savez que vous êtes le footballeur préféré des supporters dans l'histoire du Paris Saint-Germain? Oui, c'était une votation. C'est vrai que les supporters étaient toujours derrière moi. J'ai passé 5 ans ici, j'ai marqué pas mal de buts. Quelques buts, ouais. Et je sens que je suis dans le corps des supporters. Et même maintenant, sincèrement, chaque fois que je viens à Paris, je sens toujours la chaleur des supporters. Et pour vous, pourquoi c'est un club particulier, le Paris Saint-Germain? Déjà, Paris, c'est un club différent des autres. C'est jouer dans un grand club avec un stade magnifique, toujours plein et des supporters derrière toi à tout le moment. Et à l'époque, vous avez connu le Paris Saint-Germain dans une période plus difficile? Oui, c'était un moment qui n'avait pas de stabilité. Chaque année, tout changeait. Le président, l'entraîneur. C'est vrai qu'en ce moment, c'est totalement différent. Vous auriez aimé jouer dans ce Paris Saint-Germain-là, celui d'aujourd'hui? Bien sûr, je crois qu'avant, avec tous les joueurs français, ils voulaient jouer à Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je crois que c'est tous les joueurs au monde, ils voulaient jouer en Paris aussi. Je suis obligée de vous parler d'Ibrahimovic et de Cavani. Duquel vous vous sentez le plus proche? Je suis contente que Paris a 2 joueurs de grande qualité, 2 grands buteurs. C'est pas facile. Et si tu vois un peu toutes les grandes équipes d'Europe, ils ont un grand attaquant, pas 2. Paris a la chance d'avoir 2 grandes attaquantes. C'est 2 grands joueurs que je suis contente et j'espère qu'ils restent longtemps à Paris. Mais alors vous êtes le plus proche duquel? Vous vous reconnaissez le plus dans lequel? Ibrahimovic, c'est plus technique, même qu'il est un joueur avec un physique impressionnant, mais c'est plus technique. Cavani, c'est plus buteur, même qu'il ne joue pas trop dans l'axe en ce moment. Je crois que moi, j'étais un peu différente de deux. J'ai cherché beaucoup le but dans des petits espaces, mais les 2, ils sont mieux que moi. Et vous avez Mais non. Non, mais ça va pas dire ça. Sinon. C'est des phénomènes. Bah oui, mais bon, vous êtes le numéro 1 dans le cœur des supporters. Ah oui, mais le plus important déjà, c'est le club. C'est pas un joueur, 2 ou 3 joueurs. C'est toujours le club. Le plus important, c'est que le club gagne des titres. Ça, c'est que le supporter. Et justement, est-ce que vous pensez que la Ligue des Champions, c'est à la portée de Paris cette année? Quand tu vois Chelsea, il a tardé 4-5 ans pour gagner la Champions League. Je ne sais pas Paris combien de temps il va tarder, mais je suis sûr que Paris un jour va arriver. C'est vous qui détenez le record du nombre de buts marqués au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez un petit peu peur que Zlatan quitte votre place? Non, écoute, tout le record, c'est pour battre. Moi, j'ai eu la chance de battre 2 records. Un à Paris Saint-Germain comme meilleur buteur et l'autre avec la sélection de Portugal. Aujourd'hui, je suis égalité avec Ronaldo, il va me passer. Et je ne sais pas combien de jours Zlatan, c'est normalement qu'il va me passer. Au moins, je suis passé pour 2 phénomènes. Je suis content. Merci. Merci. Alors, l'info cette semaine, c'est bien entendu la signature de Yohan Cabaye. Il est donc arrivé au Paris Saint-Germain. Quelles sont les qualités, Pierre, de ce joueur? Il en a plein. Il est déjà techniquement très, très doué, il joue très juste, très propre. Il se porte très très vite vers l'avant aussi. Et une de ses qualités, c'est qu'il peut jouer aux 3 postes qui composent le trio du milieu de terrain de Laurent Blanc. C'est-à-dire qu'il peut être aussi bien devant une défense ou alors dans les 2 milieux relayeurs qui sont un peu plus hauts, puisqu'il a la qualité technique effectivement pour éliminer, faire la dernière passe ou l'avant-dernière passe.
Donc voilà, il y a beaucoup de qualités déjà techniques. Et puis sur le plan physique, il a un coffre qui lui permet de tenir des matchs de haut niveau comme ça. Ouais. Mais c'est un gros coup pour le PSG ou pas, la signature de Cabaye? Oui, c'est un gros coup dans le sens où il y a besoin d'un milieu supplémentaire, tout simplement. Il y a une blessure d'Adrien Rabiot, pardon. Il y a également un Pastore qui a du mal à revenir dans ce trio de milieu de terrain. Donc voilà, ça fait le 4e homme. On sait que la saison va être encore très longue et qu'il y aura forcément de temps en temps des suspensions ou alors des blessures de Matuidi, Verratti ou Mota. Donc c'est très important d'enrôler Cabaye pour le PSG. Ouais. Gabriel, est-ce qu'il va prendre la place de quelqu'un? Est-ce que dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a un joueur qui peut craindre l'arrivée de Cabaye? La place de quelqu'un, je ne sais pas trop, mais s'intégrer dans le jeu, je pense, puisqu'il est très apprécié de Laurent Blanc. Et à mon avis, quand il a signé pour le PSG, c'est forcément pour être titulaire. Il y a peu de joueurs qui vont aller dans un club aussi grand que le PSG pour être remplaçant. Donc je pense que forcément, il va vouloir chercher sa place. Les premiers mots qu'il a eus en conférence de presse, c'est qu'il était prêt. Il était venu au PSG pour gagner des titres, jouer la Ligue des Champions qu'il ne pouvait pas jouer avec Newcastle. Donc à mon avis, il va vraiment se battre pour devenir titulaire. Et comme le dit Pierre, ce côté offensif qu'il a et même le coup de patte qu'il peut avoir sur les coups francs. Après, il faudra négocier avec Zlatan pour pouvoir tirer les coups francs, mais je pense qu'il peut vraiment apporter dans ce milieu de terrain parisien. Et pour vous, Miloud, qui doit se sentir menacé par la venue de Cabaye? C'est difficile de parler après Gabriel et Pierre qui ont tout dit. C'est difficile parce que c'est vrai qu'il arrive dans un effectif où c'est déjà bien huilé, le milieu est en place. Je pense que le trio Verratti, Mota, Matuidi est l'un des meilleurs aujourd'hui en Europe. Donc c'est compliqué de s'imposer. Donc après, je pense qu'il a quand même les qualités pour techniquement et puis tactiquement surtout pour faire la différence et s'imposer. Mais après, qui se sent menacé, je pense que je dirais pas grand monde au final. Ah oui. Pas grand monde. Je pense que parce que c'est vrai que après, comme l'a dit Pierre, il y a beaucoup de matchs, donc il aura sa chance. Mais je le vois mal honnêtement bouleverser la hiérarchie. Et à titre personnel, qu'est-ce qu'il a gagné lui en signant au Paris Saint-Germain? Il arrive dans un des plus grands clubs d'Europe maintenant, gagner des titres, étoffer son palmarès. Financièrement, il va aussi passer un cap, c'est important dans la carrière d'un joueur également. Il a tout à gagner en venant au PSG. Et puis on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi peut-être sur le plan tactique quelque chose à dire et une chose à laquelle Laurent Blanc va peut-être penser. Il a essayé souvent de sortir de ce trio de milieu défensif en essayant de jouer avec un numéro 10. Ça a souvent été Pastore qui s'y est collé mais qui n'a pas été performant. Il y a aussi cette solution-là, c'est de garder son trio défensif et Cabaye peut tout à fait faire ce rôle-là en soutien des deux attaquants. C'est une solution. Donc il a assurément pas mal de matchs devant lui qui lui seront offerts. Ouais. Et pour l'équipe de France, ça va être un plus? Ça va être un plus s'il joue et on est persuadé qu'il va jouer. Donc oui, carrément, il est en France déjà, ça peut être un plus. Et puis voilà, il va être très exposé, il va pouvoir jouer je vous dis, dans un effectif où c'est un des meilleurs d'Europe. Donc le niveau du Paris Saint-Germain est clairement supérieur à celui de Newcastle, donc c'est bien pour lui. Gabriel, que penser donc des rumeurs comme quoi Zlatan et Thiago Silva sont un peu sceptiques sur la qualité de Cabaye, d'ailleurs qui en a plutôt sourire. Est-ce que ça peut entraîner une situation un peu difficile pour Cabaye au sein du club? Non, je pense pas. Après, ça, c'est des rumeurs. On ne sait jamais vraiment si ça a vraiment été dit. Après, quand on demande à des joueurs, est-ce que vous pensez que tel ou tel joueur va venir? Lui, il va défendre ses coéquipiers qu'il a actuellement. Et après, je pense que, comme l'a dit même le président du PSG, tous les joueurs sont là pour jouer pour le PSG et c'est les dirigeants qui vont prendre les décisions et ils sont très contents d'avoir cet apport offensif qui est Cabaye. Donc, je pense que ça ne va rien changer dans les vestiaires. Et est-ce que Pogba peut arriver cet été? Est-ce que ça a un lien? Cette fameuse arrivée que la Juve ne voulait pas libérer Paul Pogba, Pierre? On anticipe beaucoup, il reste pas mal de temps. Ouais, et puis avec le Paris Saint-Germain maintenant, on peut tout supposer. Cet été, oui, pourquoi pas Pogba, pourquoi pas un Cristiano Ronaldo, tout est possible. Non mais voilà. Seul le ciel est la limite au sein du Paris Saint-Germain. On peut vraiment tout imaginer, c'est ce qui est assez plaisant avec le Paris Saint-Germain maintenant. Malika, la question Twitter cette semaine. Alors c'est la suivante. Et vous, auriez-vous signé Yohan Cabaye au Paris Saint-Germain? Ça, c'est une bonne idée. Vous auriez signé ou pas, Gabriel et Miloud? Oui, directement. Bon, super. Merci, les gars, c'était sympa d'être passés. Avec plaisir. Merci à vous. Et merci, Pierre. La semaine prochaine, il n'y a pas d'émission en raison des Jeux Olympiques diffusés par France Télé. En revanche, on se donne rendez-vous donc dans 15 jours, le 15, et notez bien, nouvel horaire, 11h du matin, toujours en raison des JO. Voilà, 15 jours de break. Mais restez fidèles, bien sûr, à Paris le Club. Merci, Malika. Au revoir. Bye bye, à salut, à bientôt, bon week-end. Ciao.